La nuit était tombée depuis longtemps sur le petit village du sud-ouest, ce soir-là de juin. Une chaleur lourde collait encore aux façades anciennes, et sur la place centrale, le bal battait son plein. Les guirlandes lumineuses, suspendues d'un arbre à l'autre, diffusaient une lumière tremblante, donnant au rire des jeunes et aux pas de danse un air presque irréel. Tout semblait paisible, presque idyllique. Les familles s'attardaient autour des tables en bois, les adolescents riaient, insouciants, et l'accordéoniste enchaînait les morceaux mêlant tradition et tubes modernes. Au milieu de cette foule joyeuse, Camille, 16 ans, souriait. Ses cheveux châtains retombèrent sur ses épaules, ses yeux pétillaient d'une excitation adolescente. Elle portait une robe claire, simple mais élégante, choisie pour l'occasion. Ses amis la taquinaient sur un garçon qui ne la quittait pas du regard, et elle riait, un peu gênée mais heureuse. Pour elle, cette fête représentait un moment rare, une bulle de liberté, loin de la routine scolaire et des contraintes familiales. Pourtant, derrière l'apparente banalité de cette soirée, quelque chose allait basculer. Car lorsque les lumières du bal commencèrent à s'éteindre, que les familles regagnèrent leur foyer et que la musique se fit plus lointaine, Camille disparut. Il était environ 1 heure du matin lorsque ses amis s'aperçurent qu'elle n'était plus là. Au départ, elles pensèrent qu'elle avait rejoint son flirt de la soirée ou qu'elle avait décidé de rentrer plus tôt. Mais en traversant la place, elles remarquèrent son sac posé contre une chaise intacte. Son téléphone, pourtant inséparable, était resté à l'intérieur. Une sueur froide les parcourut. Ce n'était pas dans ses habitudes. Très vite, l'inquiétude gagna les parents, puis les gendarmes. On fouilla les ruelles désertes, les champs alentours, on appela son nom dans le silence pesant de la campagne endormie. Rien. Pas une trace, pas un bruit, seulement la rumeur du vent qui faisait frissonner les platanes. Au lever du jour, le village entier était en émoi. Le bal de la veille, censé n'être qu'un moment de joie collective, se transformait en scène de drame. Les regards se croisaient, les questions se multipliaient. Comment une adolescente pouvait-elle disparaître ainsi, en plein cœur d'un village, sous les yeux de tous ? Ce fut à ce moment-là que la peur prit racine. Une peur sourde, viscérale, qui allait marquer durablement chaque habitant. Car derrière cette disparition, il y avait l'ombre d'un danger qu'on croyait lointain, presque réservé aux grandes villes ou aux faits divers des journaux télévisés. Mais cette fois, l'horreur s'était invitée ici, dans ce décor familier. Et tandis que les premières heures s'écoulaient, sans nouvelles, chacun pressentait déjà que cette histoire ne se terminerait pas comme une fugue d'adolescente. Quelque chose de bien plus sombre venait de commencer. Dans les jours suivants, l'enquête allait révéler des détails troublants, fissurant peu à peu l'image tranquille du village. Le village où Camille a disparu n'apparaît sur aucune carte touristique. Coincé entre des collines boisées et des champs de tournesol à perte de vue, il ressemble à tous ces bourgs ruraux du sud-ouest qui semblent figés hors du temps. Une place centrale, une mairie aux volets défraîchis, une église dont les cloches rythment encore les heures. Et quelques commerces de proximité, une boulangerie, un bar-tabac, une petite épicerie. Ici, tout le monde se connaît, ou presque. Les familles sont installées depuis plusieurs générations. Les visages sont familiers, les histoires de chacun circulent dans un murmure constant. Au premier regard, c'est un décor paisible. Mais derrière cette façade tranquille, on devine aussi une certaine inertie, une vie rythmée par des habitudes immuables, l'école communale, les marchés du samedi matin, les fêtes de village qui ponctuaient les saisons. Le bal de juin, où Camille avait passé sa dernière soirée, était de cela un rituel attendu, presque sacré, où toutes les générations se retrouvent, des enfants courant sous les guirlandes aux anciens attablés, observant la jeunesse qui danse. Nous sommes en 2012, Internet existe bien sûr, les réseaux sociaux commencent à occuper les soirées des adolescents, mais la vie, ici, semble toujours un peu décalée comme ralentie. Les jeunes se plaignent parfois de l'ennui, de l'isolement. Beaucoup rêvent de partir, d'aller étudier dans les grandes villes, Toulouse, Bordeaux, parfois même Paris. Camille faisait partie de ceux-là. Elle parlait souvent à ses amis de son envie d'ailleurs, de ses projets encore flous, mais portés par une énergie et une curiosité qui la rendaient attachante. Ses parents, eux, représentaient parfaitement cette ruralité discrète et digne. Le père, artisan maçon, passait ses journées sur les chantiers environnants. La mère travaillait à mi-temps dans un commerce voisin. Leur vie n'avait rien d'extraordinaire, mais elle reposait sur cette stabilité rassurante que l'on retrouve dans bien des familles de campagne, un foyer simple, une fille unique à protéger, des valeurs ancrées dans la proximité et le respect des autres. Camille, à 16 ans, était une adolescente en équilibre fragile entre deux mondes, celui de l'enfance, encore tout proche, et celui des adultes qui s'ouvrait devant elle avec ses promesses et ses dangers. Elle n'était ni rebelle ni effacée. On la décrivait comme vive, souriante, sociable. Elle aimait les soirées avec ses amis, mais savait aussi rester sérieuse quand il le fallait. Les professeurs parlèrent d'une élève studieuse, appliquée, parfois rêveuse.
Ce soir-là, lors du bal, personne ne pouvait imaginer que son sourire joyeux cachait peut-être des inquiétudes, des pressentiments. Ou peut-être n'y avait-il rien, seulement une soirée ordinaire, comme tant d'autres, qui allait se transformer en cauchemar. Le lendemain matin, lorsque la nouvelle de sa disparition se répandit dans le village, un silence pesant s'installa. Dans les cafés, les conversations s'éteignirent. À la boulangerie, on échangeait des regards inquiets, presque coupables. Chacun essayait de se remémorer la veille, de savoir ce qu'il avait vu ou entendu. Qui avait parlé à Camille la dernière fois? Avait-on remarqué une présence étrangère, une voiture suspecte, un détail inhabituel? Rapidement, les souvenirs de la fête se recomposèrent. Certains dirent avoir vu Camille près de la buvette, riant avec ses amis, d'autres jurèrent l'avoir aperçue vers l'entrée de la place, comme si elle s'apprêtait à partir. Mais aucun témoignage n'était clair, aucun n'apportait de certitude. Comme souvent dans ce genre d'événement, la mémoire des témoins se brouillait, influencée par la peur et l'émotion. Le décor même du village semblait soudain changer de visage. Les ruelles, qui, la veille encore, paraissaient accueillantes et familières, devinrent des couloirs inquiétants où l'on pouvait imaginer tous les scénarios. Les champs, vastes et silencieux, prirent une allure menaçante. Le moindre bruit, la moindre ombre devinrent suspects. La sécurité rassurante de la communauté se fissurait peu à peu. La gendarmerie, alertée dès les premières heures, lança les recherches. Des patrouilles sillonnèrent les environs. Des battues furent organisées avec l'aide des habitants. On fouilla les bois, les chemins, les fossés. Mais malgré l'ampleur des efforts, rien ne vint. Pas une trace de Camille, pas un indice tangible. C'était comme si la terre l'avait engloutie. Dans les maisons, les conversations tournaient en boucle. Les hypothèses se multipliaient. Certains murmuraient qu'elle avait peut-être fugué, séduite par l'idée de rejoindre une connaissance rencontrée sur Internet. D'autres, plus sombres, évoquaient l'intervention d'un inconnu, un prédateur de passage. Mais au fond d'eux, les habitants savaient que la vérité serait forcément plus douloureuse que les explications qu'ils tentaient d'inventer. Car dans un village comme celui-ci, on ne disparaît pas sans laisser de traces. Tout le monde se connaît, chaque geste est observé, chaque absence remarquée. La disparition de Camille brisait cette logique rassurante, cette illusion de contrôle collectif. Elle rappelait brutalement que même dans les lieux les plus calmes, l'imprévisible, l'inimaginable peut surgir. Les parents de Camille, effondrés, restaient prostrés. Leur maison, habituellement ouverte aux voisins, se referma sur elle-même. Les volets restaient clos. Le père multipliait les allers-retours avec les gendarmes, espérant chaque fois un signe, un indice. La mère, elle, s'accrochait à l'espoir insensé d'un retour soudain. Dans leur salon, les photos de leur fille semblaient les narguer. Une adolescente rieuse, insouciante, figée à jamais dans un bonheur révolu. Peu à peu, les médias commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Des journalistes locaux débarquèrent, caméra à l'épaule, micro tendu. Le village, jusqu'alors inconnu, se retrouva exposé sur les écrans régionaux. Le visage de Camille apparut dans les journaux télévisés. Disparition inquiétante d'une adolescente lors d'un bal de village. Cette médiatisation renforça à la fois l'espoir et l'angoisse. Espoir parce que plus on parlait de Camille, plus les chances de retrouver une piste augmentaient. Angoisse parce que chaque reportage rappelait l'absence, chaque image soulignait l'incompréhensible. À mesure que les jours passaient, l'ambiance se faisait plus lourde. Les regards, autrefois amicaux, devinrent soupçonneux. Dans une communauté soudée, la suspicion peut se propager vite. Et si le danger venait de l'intérieur, et si l'un des leurs avait commis l'irréparable? Ces murmures, d'abord timides, allaient bientôt s'amplifier. Car plus l'enquête avançait sans résultat, plus la pression montait. L'image d'un village tranquille allait se fissurer, laissant apparaître ses zones d'ombre, ses tensions, ses secrets. Dans ce décor figé de campagne française, un drame invisible s'était joué. Et désormais, chacun le savait, rien ne serait plus jamais comme avant. Car la disparition de Camille ne marquait pas seulement la perte d'une adolescente. Elle ouvrait une brèche où s'engouffreraient les peurs, les doutes et bientôt les révélations les plus troublantes. Camille n'était pas une adolescente comme les autres, du moins pas aux yeux de ceux qui la connaissaient bien. Dans son lycée, situé à une vingtaine de kilomètres du village, elle se faisait remarquer par son sourire lumineux, sa capacité à mettre les autres à l'aise, mais aussi par une forme de maturité qui surprenait pour son âge. Ses professeurs la décrivaient comme appliquée, attentive, toujours prête à rendre service. Ses amis, elles, parlèrent d'une fille loyale avec qui l'on pouvait partager ses confidences les plus intimes sans craindre qu'elles se répandent. Camille était fille unique. Ses parents savaient placer en elle tout leur espoir, toute leur tendresse. Pour eux, elle représentait l'avenir, la réussite scolaire et professionnelle qu'eux-mêmes n'avaient pas pu connaître. Elle aimait ses parents, mais ressentait aussi, parfois, le poids de leurs attentes. Dans ses carnets intimes, retrouvés plus tard, elle écrivait « Je veux voir plus grand, je veux voyager, je veux que ma vie commence vraiment ».
Ces phrases, simples mais sincères, montrèrent le tiraillement d'une adolescente prête à s'élancer, mais encore retenue par la douceur protectrice de son foyer. Ses amis proches, rencontrés au collège et au lycée, formaient avec elle un petit groupe inséparable. Chacune avait son caractère, ses rêves, mais toutes admiraient la confiance tranquille de Camille. Elle n'était pas la meneuse, mais elle possédait ce magnétisme naturel qui faisait qu'on l'écoutait, qu'on la suivait. Ce soir-là, au bal, elle se souvenait d'elle comme d'une jeune fille née radieuse, profitant de chaque instant, riant plus fort que d'habitude, comme si elle voulait retenir quelque chose d'éphémère. Mais derrière cette image, des fissures existaient. Plusieurs camarades se rappelèrent qu'elle semblait préoccupée depuis quelques semaines. Elle s'isolait parfois, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'on lui demandait ce qui n'allait pas, elle répondait vaguement « Rien, je suis juste fatiguée ». Pourtant, certains avaient perçu autre chose, un malaise, une inquiétude difficile à cerner. Dans un village où tout se sait, même ce qui ne devrait pas, les rumeurs prenaient une vite forme. Certains évoquaient une relation discrète avec un garçon plus âgé, rencontré lors d'une soirée en dehors du lycée. D'autres parlèrent de messages mystérieux reçus sur les réseaux sociaux, venus d'un profil inconnu qui la complimentait avec insistance. Rien n'était confirmé, mais déjà, les bruits de couloirs se mêlaient aux souvenirs, brouillant la frontière entre vérité et supposition. Du côté des habitants, la disparition de Camille agit comme un révélateur. Chacun se mit à observer l'autre avec plus d'attention. Ce voisin un peu trop discret, toujours présent au fait, mais rarement bavard. Ce jeune homme du village d'à côté, connu pour ses excès et ses fréquentations douteuses. Ce forain qui avait installé son manège pour le bal et dont personne ne connaissait vraiment l'identité. Chaque visage familier devenait potentiellement suspect. La gendarmerie, consciente de l'effet dévastateur de la rumeur, tenta de garder le contrôle. Mais déjà, certains signes troublèrent les enquêteurs. Un témoin affirma avoir aperçu Camille quitter la fête vers 1h du matin en direction du parking situé derrière la place. Une autre personne assura l'avoir vue discuter avec un individu en blouson sombre dont elle ne put décrire le visage. Ces fragments de récits épars ne formaient pas un tout cohérent, mais ils esquissaient une direction inquiétante. Dans ce climat tendu, les journalistes, de plus en plus nombreux, commencèrent à dresser le portrait d'une adolescente sans histoire, victime idéale d'un drame incompréhensible. Mais ceux qui connaissaient Camille savaient que la réalité était plus nuancée. Comme tous les jeunes de son âge, elle oscillait entre insouciance et fragilité, entre désir de liberté et besoin de repères. Cette dualité, si banale et si humaine, allait devenir un élément central de l'enquête. Les jours suivants, les proches de Camille se succédèrent devant les caméras, la voix tremblante mais déterminée. Son père, digne malgré la douleur, suppliait « Si quelqu'un sait quelque chose, qu'il parle, qu'il nous aide à retrouver notre fille ». Sa mère, effondrée, ne pouvait retenir ses larmes, répétant inlassablement « Camille, reviens, on t'attend ». Ces images bouleversèrent de bien au-delà du village, donnant à l'affaire une résonance nationale. Mais derrière l'émotion médiatique, un détail troublait de plus en plus les enquêteurs. Les jours précédant le bal, Camille aurait confié à une amie proche qu'elle avait rendez-vous ce soir-là, sans préciser avec qui. Était-ce une simple rencontre amicale, une histoire sentimentale cachée, ou quelque chose de plus inquiétant encore? Ce mystère, au cœur même de ces dernières heures connues, allait devenir une piste centrale. Et il ne ferait qu'épaissir le voile d'incompréhension autour de cette disparition. Car derrière le sourire lumineux de Camille se cachait peut-être une vérité bien plus sombre que personne n'avait voulu voir. Et bientôt, les premiers soupçons allaient se transformer en certitudes effroyables. Les jours qui suivirent la disparition de Camille plongèrent le village dans un état de sidération. Mais derrière la façade d'union et de solidarité, des fissures commencèrent à apparaître. Car plus les heures passaient sans nouvelles, plus les regards se chargeaient de soupçons. Les gendarmes, qui au départ parlaient d'une disparition inquiétante, écartèrent rapidement l'hypothèse d'une fugue. Trop d'éléments contredisaient dans cette piste. Camille n'avait emporté ni affaires, ni argent, ni téléphone. Rien ne laissait penser à une préparation, à une fuite volontaire. Alors l'enquête prit une autre dimension, celle d'un possible enlèvement. Ce mot, lourd de sens, fit l'effet d'une déflagration. Un enlèvement ici, dans ce village tranquille, l'idée paraissait inconcevable. Et pourtant, tout semblait désormais indiquer qu'il s'agissait de la seule explication. Dès lors, l'ambiance changea radicalement. Les habitants, jadis solidaires, devinrent méfiants. Chacun se demandait, et si le coupable était l'un des nôtres? Les enquêteurs commencèrent à interroger les témoins un à un, reprenant le fil de la soirée du bal. Les récits se succédaient, parfois contradictoires, souvent flous, mais certains détails ressortirent. Plusieurs personnes mentionnèrent la présence d'un homme grand, vêtu d'un blouson sombre, qui semblait observer les jeunes filles près de la buvette. Personne ne savait qui il était,
Certains le décrivirent même comme un inconnu, d'autres affirmèrent l'avoir déjà vu dans un village voisin. Son identité restait insaisissable, mais son ombre commençait à planer sur l'affaire. En parallèle, une rumeur persistante enflait. Camille aurait été vue en train de discuter quelques jours avant sa disparition avec un homme plus âgé, rencontré via les réseaux sociaux. Ses amis se souvenaient de confidences ambiguës. Elle parlait d'un rendez-vous d'un garçon mystérieux sans jamais donner son nom. Était-ce ce même homme aperçu le soir du bal? Cette hypothèse glaçait les parents de Camille. Car si leur fille avait effectivement rencontré quelqu'un à leur insu, cela signifiait qu'elle se trouvait peut-être volontairement dans une situation qu'elle ne maîtrisait pas. Et cela donnait à l'enquête une tournure bien plus inquiétante. Les gendarmes élargirent leurs recherches. On fouilla les voitures stationnées près de la place, on vérifia les caméras de surveillance des commerces voisins, on interrogea les forains venus installer leur manège. Mais à chaque fois, les résultats restaient maigres, comme si celui qui avait emmené Camille avait effacé ses traces avec une précision calculée. Dans le village, des comportements commencèrent à intriguer. Un voisin, connu pour son isolement, fut soudain l'objet de murmures insistants. On le disait étrange, on l'accusait de rôder trop souvent autour de l'école. Pourtant, aucune preuve ne venait appuyer ces accusations. Un autre habitant, un jeune homme d'une vingtaine d'années, déjà connu pour des faits mineurs de violence, fut convoqué par les enquêteurs. Il nia avec fermeté toute implication, mais son passé sulfureux suffisait à alimenter la suspicion. Peu à peu, l'affaire divisait la communauté. Certains voulaient croire à l'intervention d'un étranger venu de loin, ayant profité de l'événement pour frapper et disparaître. D'autres, au contraire, restaient convaincus que le coupable se cachait parmi eux. Cette fracture invisible allait bientôt fragiliser encore davantage les liens déjà tendus. Et au cœur de ce climat délétère, un élément nouveau vint raviver l'angoisse. Une amie proche de Camille affirma avoir reçu, la veille du bal, un message troublant de la part de la jeune fille. Le contenu était bref, presque énigmatique. « Si jamais je ne reviens pas, souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Mais cette amie, bouleversée, ne put préciser ce que Camille lui avait confié. Avait-elle exagéré ses propos? Avait-elle inventé ce souvenir sous le choc de la disparition? Ou s'agissait-il bel et bien d'un avertissement? Pour les enquêteurs, cette phrase devint un point de bascule. Car si Camille avait anticipé un danger, même de manière vague, cela signifiait qu'elle était consciente de courir un risque. Et que ce risque n'était peut-être pas étranger au drame en train de se dérouler. L'affaire, jusque-là enveloppée dans l'incertitude, commençait à prendre des contours plus sombres. On ne parlait plus seulement d'une disparition. On parlait désormais d'une manipulation, d'un piège, d'une menace tapie dans l'ombre. Et tandis que les recherches s'intensifiaient, que la tension montait d'heure en heure, un sentiment glaçant s'imposait peu à peu dans les esprits. Camille n'était peut-être plus en vie. Cette possibilité, insoutenable pour ses parents, commençait à hanter les enquêteurs eux-mêmes. Et elle allait trouver un terrible écho dans les jours suivants, lorsque de nouveaux indices viendraient bouleverser l'enquête. Les jours passaient, et avec eux, l'espoir de retrouver Camille, saine et sauve, semblait s'effriter. Chaque matin, le village se réveillait avec la même angoisse. Aucune nouvelle, aucun signe, seulement ce silence oppressant qui pesait sur toutes les conversations. Les gendarmes poursuivaient de leurs investigations avec une intensité croissante. Les premières auditions avaient révélé des incohérences troublantes. Plusieurs jeunes présents au bal avaient d'abord affirmé avoir vu Camille partir seule. Mais en y revenant, certains modifièrent dans leur version. Elle aurait peut-être été accompagnée. D'autres se rétractèrent, disant qu'ils avaient de mal vu, que la nuit brouillait les souvenirs. Ces contradictions alimentaient l'impression que quelque chose échappait à tous, comme si la vérité se dérobait volontairement. Une découverte renforça encore l'inquiétude. Dans un champ situé à la sortie du village, à peine à 2 kilomètres de la place du bal, un promeneur trouva un foulard clair abandonné dans l'herbe. Les parents de Camille le reconnurent immédiatement. C'était le sien. L'espoir d'une piste renaissait, mais cette trouvaille glaçait aussi les enquêteurs. Pourquoi ce foulard se trouvait-il là? Avait-il été arraché dans une lutte ou déposé volontairement comme une macabre signature? Les chiens pisteurs furent dépêchés sur les lieux. Leur odorat sembla capter une trace, mais elle se perdit rapidement au bord d'une route départementale. Pour les enquêteurs, ce détail était capital. Tout indiquait qu'un véhicule avait été utilisé, ce qui orientait l'affaire vers un scénario précis. Camille avait sans doute été embarquée de force dans une voiture. Dès lors, la peur s'installa durablement dans le village. Les parents interdirent à leurs enfants de sortir seuls. Les habitants, qui laissaient autrefois leurs portes ouvertes, se barricadèrent de la nuit venue. On parlait désormais d'un prédateur en liberté, et dans chaque regard échangé se lisait la même question. Qui sera le prochain? La médiatisation, loin d'apaiser les esprits, accentuait la tension.
Les chaînes nationales envoyaient leurs équipes. Des journalistes campaient devant la mairie, sollicitant des témoignages, filmant les rues désertes, les visages fermés des habitants. L'affaire devenait un fait divers à résonance nationale. Mais derrière les caméras, la douleur intime d'une famille et l'angoisse d'un village s'intensifièrent. C'est alors qu'un autre élément, encore plus inquiétant, fit surface. Les enquêteurs, fouillant l'ordinateur de Camille, découvrirent plusieurs échanges récents sur un réseau social. Des messages insistants, parfois lourds, envoyés par un homme se présentant sous un pseudonyme. Le ton, d'abord flatteur, devenait plus pressant. Il lui proposait de se voir, parlait de rendez-vous secrets. Camille, au début réticente, semblait s'être laissée convaincre. Dans l'un de ses derniers messages, elle écrivait « D'accord, mais seulement si tu viens au bal ». Cette correspondance bouleversa la famille, mais confirma les craintes des enquêteurs. La disparition n'était pas le fruit du hasard. Elle s'inscrivait dans un scénario préparé, méthodique. Camille avait probablement accepté de rencontrer cet inconnu le soir même de sa disparition. Et cet homme, resté jusque-là tapi dans l'ombre, devenait le suspect numéro 1. Mais qui était-il ? Derrière le pseudonyme, rien n'apparaissait de concret. Pas de nom, pas de visage, seulement quelques indices techniques difficiles à exploiter. Les enquêteurs durent se tourner vers la plateforme pour tenter d'identifier l'auteur des messages. Mais le temps jouait contre eux. Plus les heures s'écoulaient, plus le danger semblait irréversible. Dans le village, la suspicion atteignit un point de non-retour. Certains habitants s'accusèrent mutuellement. Le moindre comportement atypique devenait suspect. Un père de famille fut dénoncé anonymement parce qu'il avait quitté le bal plus tôt que prévu. Un autre fut soupçonné parce qu'on l'avait vu stationner sa voiture près du champ où le foulard avait été retrouvé. Les gendarmes durent multiplier les vérifications, mais la plupart de ces accusations ne menaient nulle part. Elles traduisaient surtout l'état de peur collective qui rongeait la communauté. Le père de Camille, lui, ne décolérait pas. Persuadé qu'on lui cachait des choses, il multipliait les allers-retours à la gendarmerie, demandant des explications, exigeant des résultats. La mère, anéantie, restait cloîtrée, comme figée dans un silence douloureux. Leurs visages, filmés par les caméras des journaux télévisés, devinrent ceux d'un drame national des parents broyés par l'absence, par l'incertitude, par cette douleur insupportable de ne pas savoir. Et puis un soir, une information non confirmée circula. Un témoin affirma avoir vu une voiture suspecte rôder autour du village le soir du bal. Un véhicule sombre de type utilitaire qui semblait attendre à distance. Cette piste, encore fragile, allait pousser l'enquête vers de nouvelles directions. Car désormais, tout portait à croire que la disparition de Camille n'était pas un acte isolé, mais le fruit d'une préméditation glaciale. Et cette hypothèse allait précipiter l'affaire dans une spirale encore plus angoissante, où chaque nouvelle révélation resserrerait l'étau du drame. Il était minuit passé ce soir-là lorsque les derniers couples dansaient encore sur la place du village. Les guirlandes électriques, suspendues entre les platanes, diffusaient une lumière vacillante. La musique de l'accordéon s'était tue, remplacée par un mix de chansons populaires. Autour de la buvette, les adolescents riaient, buvaient leurs derniers verres, échangeaient leurs confidences. C'est dans ce décor encore animé que Camille fut aperçue pour la dernière fois, souriante, discutant avec ses amis. Mais dans l'ombre, un regard la suivait. Plusieurs témoins, interrogés plus tard, se souviendraient d'un homme en retrait, adossé contre un mur, observant la scène sans participer. Grand, vêtu d'un blouson sombre, il semblait étranger à l'ambiance festive. Personne ne savait d'où il venait, ni avec qui il était arrivé. Il était là, silencieux, presque invisible, et pourtant sa présence, rétrospectivement, devint glaçante. Peu avant 1h du matin, Camille se leva de sa chaise. Elle dit à ses amis qu'elle allait prendre l'air, laissant son sac derrière elle. Ce détail troubla profondément les enquêteurs. Elle n'aurait jamais abandonné son téléphone si elle avait vraiment voulu partir. Cela signifiait qu'elle pensait revenir rapidement. Elle se dirigea vers la sortie de la place, là où la lumière des lampadaires se faisait plus rare. Ce fut le dernier moment où on la vit clairement. Un témoin jura l'avoir aperçue s'avancer vers le parking. Une autre personne affirma l'avoir vue discuter brièvement avec quelqu'un sans parvenir à distinguer son visage. Au-delà, les souvenirs s'effacent, remplacés par le flou de la nuit. C'est dans cet interstice, entre la fête et l'obscurité, que tout bascula. Les enquêteurs, en reconstituant le déroulé de la soirée, établirent un scénario probable. Camille avait rendez-vous avec cet homme qu'elle avait rencontré en ligne. Elle le rejoignit sans se douter du piège qui se refermait sur elle. Peut-être lui fit-il croire qu'il voulait simplement parler, partager un moment à l'écart, mais en réalité, il l'attendait avec un plan déjà tracé. Près du champ où son foulard fut retrouvé, les traces laissées sur le sol racontaient une histoire muette mais terrifiante. Des empreintes témoignaient d'une bousculade. La terre, piétinée, semblait indiquer une lutte brève, désespérée. Le foulard de Camille gisait là,
comme un vestige fragile d'une résistance trop courte. Quelques mètres plus loin, les marques de pneus révélaient la fuite rapide d'un véhicule. Pour les enquêteurs, la scène était claire. Camille avait été saisie, probablement de force, puis embarquée dans cette voiture sombre que plusieurs habitants avaient cru apercevoir. Tout s'était joué en quelques minutes, à peine plus. Le temps de s'éloigner de la lumière du bal et déjà elle disparaissait, engloutie dans la nuit. L'hypothèse de l'accident fut écartée. Celle de la fugue également. Restait celle du rapt, prémédité, orchestré avec précision. Un crime glaçant, commis sous les yeux d'une foule inconsciente à quelques mètres seulement des rires et de la musique. À partir de ce moment, l'affaire changea radicalement de dimension. Les recherches ne visaient plus une adolescente perdue, mais une victime d'enlèvement. Et avec cette qualification, chaque heure écoulée devenait cruciale. Les chances de l'Irando de retrouver Camille, vivante, diminuaient à mesure que le temps passait. Les parents, informés des découvertes, s'effondrèrent. Le père, Blême, ne cessait de répéter « Elle devait rentrer dans 10 minutes. 10 minutes », comme si ce court laps de temps, banal en apparence, contenait toute la tragédie de leur destin. La mère, anéantie, refusait de croire que sa fille avait pu disparaître ainsi, au cœur d'un village où tout le monde se connaissait. Dans les médias, l'affaire prit une ampleur inédite. Les plateaux télé s'emparèrent du drame. Des experts en criminologie analysèrent chaque détail, chaque hypothèse. On comparait cette disparition à d'autres affaires célèbres, d'autres jeunes filles enlevées dans des circonstances tout aussi troublantes. Mais derrière les discours, la réalité restait la même. Camille s'était volatilisée et son sort demeurait inconnu. Les enquêteurs savaient qu'ils affrontaient désormais une course contre la montre. Car dans ce genre d'affaires, chaque minute compte. Et les heures qui suivaient le drame constituaient une zone critique. Au-delà, les probabilités d'issue heureuse s'amenuisaient drastiquement. Le village, lui, sombrait dans une angoisse irrépressible. Les habitants, bouleversés, prenaient de conscience que l'horreur s'était déroulée sous leurs yeux, dans une soirée qui devait être une fête. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Le crime s'était fondu dans la banalité du quotidien, révélant une vérité glaçante. Même au cœur d'une communauté soudée, le danger peut surgir insaisissable. Et désormais, une certitude hantait tous les esprits. Quelque part, Camille en était retenue, et plus le temps passait, plus il devenait probable qu'elle ne revienne jamais. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que les jours suivants allaient de faire émerger des indices déterminants. Des révélations qui, petit à petit, allaient en faire tomber les masques et dessiner le visage du coupable. Dès l'instant où la piste de l'enlèvement fut privilégiée, l'enquête prit une tournure radicale. Les gendarmes du secteur furent renforcés par une cellule spécialisée venue de la brigade de recherche criminelle. La petite gendarmerie du village, habituellement calme, se transforma en véritable quartier général. Des cartes, des photos, des relevés d'indices tapissaient les murs. Chaque témoignage, chaque détail recueilli au bal, chaque rumeur de village était désormais consignée, recoupée, analysée. Les premières heures furent consacrées à l'exploitation des lieux. On reprit le trajet supposé de Camille, de la place centrale jusqu'au champ où son foulard avait été retrouvé. Les chiens pisteurs confirmèrent qu'elle s'était dirigée dans cette direction, mais leurs traces s'arrêtaient net au bord de la route départementale. L'image devenait plus claire. Camille avait été embarquée dans un véhicule. Mais lequel? Les enquêteurs se tournèrent vers les caméras de surveillance. Dans un village comme celui-ci, elles étaient rares. Seuls 2 commerces disposèrent de dispositifs rudimentaires orientés vers leurs entrées. Pourtant, en exploitant ces images, un détail frappa les enquêteurs. On y distinguait, en arrière-plan, un utilitaire sombre circulant près de la place, peu avant 1h du matin. Le véhicule n'était pas identifiable avec précision, mais sa présence, confirmée par d'autres témoins, allait devenir une piste centrale. Rapidement, un appel à témoins fut lancé. Les médias diffusèrent la description sommaire, utilitaire sombre, modèle ancien, aperçu le soir du bal de village, susceptible d'être en lien avec la disparition de Camille. Les gendarmes reçurent des dizaines d'appels. La plupart s'avérèrent sans intérêt, mais certains témoignages intriguèrent. Plusieurs habitants de villages voisins affirmèrent avoir vu un véhicule correspondant à cette description circuler lentement dans les rues, comme en repérage quelques jours avant le bal. Ce faisceau d'indices renforça la thèse d'une préméditation. L'homme qui avait enlevé Camille n'avait pas agi sur un coup de tête. Il connaissait les lieux, il avait attendu le bon moment. Cette constatation glaça les enquêteurs. Cela signifiait que le crime avait été pensé, préparé, et que la cible avait été choisie à l'avance. Les auditions se poursuivaient sans relâche. Les amis de Camille furent entendus plusieurs fois. On fouilla leurs téléphones, leurs échanges de messages. C'est ainsi que l'on confirma ce que les parents redoutaient. Camille avait bien rendez-vous ce soir-là. Les captures de conversations mises au jour révélaient un échange avec un inconnu, se cachant derrière un pseudonyme banal, mais dont le ton était insistant.
Ce rendez-vous n'avait été confié à personne, sinon à une amie proche à demi-mot. La question centrale demeurait qui se cachait derrière cet écran. Les enquêteurs se tournèrent vers la plateforme pour obtenir les adresses IP utilisées par ce mystérieux correspondant. Mais les démarches administratives prenaient du temps, trop de temps. Et dans une affaire d'enlèvement, chaque délai pouvait être fatal. Pendant ce temps, le climat dans le village continuait de se dégrader. La suspicion, déjà présente, se mua en véritable paranoïa. Les gendarmes devaient calmer les habitants, empêcher les accusations infondées. Certains désignaient un voisin solitaire, d'autres un forain de passage, d'autres encore un jeune marginal du coin. Chaque visage devenait suspect, chaque silence pesait comme une faute. Et puis, un nouveau témoignage fit basculer l'enquête dans une direction inattendue. Une habitante affirma avoir vu Camille, le soir du bal, discuter brièvement avec un homme au visage familier, un trentenaire du secteur, connu pour faire de petits boulots ici et là, parfois sur les chantiers, parfois comme saisonnier. Elle se souvenait de son regard insistant posé sur la jeune fille. Cet homme, déjà fiché pour des faits de harcèlement, fut rapidement identifié et placé en garde à vue. Pendant des heures, il nia toute implication. Mais les enquêteurs découvrirent qu'il possédait bien un utilitaire sombre correspondant à la description. L'espoir renaissait. Peut-être tenèrent-ils enfin le coupable. Cependant, les expertises vinrent tempérer cet enthousiasme. Aucune trace de Camille ne fut retrouvée dans le véhicule. Pas d'ADN, pas d'empreinte, rien qui permette de l'incriminer formellement. L'homme, faute de preuves, dut être relâché. Son nom resta néanmoins gravé dans l'esprit des habitants, certains convaincus qu'il était coupable, d'autres persuadés que la vérité se cachait encore ailleurs. L'enquête piétinait. Les gendarmes exploraient toutes les pistes, mais aucune ne semblait aboutir. Chaque nouvel indice s'évanouissait dans le vide. Et plus le temps passait, plus la possibilité de retrouver Camille vivante s'amenuisait. C'est alors qu'un nouvel élément, découvert presque par hasard, allait relancer les investigations. En examinant de plus près les relevés téléphoniques, les enquêteurs remarquèrent un appel étrange sur le portable de Camille, passé quelques heures avant sa disparition. Le numéro n'était pas enregistré et semblait provenir d'une cabine publique située dans une petite ville voisine. Pourquoi cet appel ? Qui se cachait derrière ce numéro anonyme ? Pour les enquêteurs, une certitude s'imposa. L'homme qui avait enlevé Camille n'était pas seulement un prédateur en ligne. Il connaissait le terrain, il avait préparé son coup dans les moindres détails et il continuait de brouiller les pistes. Et bientôt, les premières révélations allaient nous dévoiler une réalité plus troublante encore. Une vérité qui allait fissurer non seulement l'image paisible du village, mais aussi la confiance de ceux qui croyaient connaître leurs voisins. Lorsque les relevés téléphoniques furent analysés plus en profondeur, une découverte capitale fit trembler les enquêteurs. L'appel mystérieux reçu par Camille, quelques heures avant sa disparition, provenait bien d'une cabine téléphonique située à 20 km du village, sur la route nationale. Une cabine à l'ancienne, presque oubliée, coincée entre une station-service et un parking désert, qui en 2012 utilisait encore une cabine téléphonique. Pour les gendarmes, le doute n'était plus permis. L'homme qui avait contacté Camille avait voulu brouiller les pistes, éviter toute identification. Cela confirmait le caractère prémédité de l'enlèvement. Très vite, la cellule d'enquête dépêcha des équipes sur place. La cabine fut inspectée minutieusement. Les techniciens prélevèrent des empreintes, des fibres, chaque détail qui aurait pu trahir le passage de l'individu. Mais les résultats furent décevants. La cabine avait servi à d'autres, les empreintes se superposaient, rendant toute analyse difficile. Pourtant, un élément minuscule allait retenir l'attention. Une trace partielle, presque effacée, fut relevée sur le combiné. Lors de la comparaison, cette empreinte ne correspondait à aucun suspect connu du dossier. Mais elle renvoyait à une identité déjà fichée pour des délits de nature inquiétante. Un homme d'une trentaine d'années, condamné quelques années plus tôt pour exhibitionnisme et harcèlement. Un nom qui, soudain, prit toute son importance, Julien D. Les enquêteurs, alertés, se plongèrent dans le passé de cet homme. Célibataire, instable professionnellement, vivant à la marge dans une petite maison isolée, Julien D n'avait jamais réussi à s'ancrer dans une vie stable. Son entourage le décrivait comme solitaire, parfois agressif, souvent imprévisible. Plusieurs témoignages le liaient à des comportements inquiétants vis-à-vis de jeunes femmes, mais aucune plainte n'avait abouti. Rapidement, une surveillance discrète fut mise en place. Les gendarmes observèrent ses déplacements, ses fréquentations. Son véhicule, un utilitaire sombre, correspondait en tout point à la description donnée par les témoins du bal. La tension monta d'un cran lorsque les enquêteurs obtinrent enfin l'autorisation de perquisitionner son domicile. Ce qu'ils découvrirent confirma leur pire crainte. Dans le garage de la petite maison, ils mirent la main sur des objets détroublants.
plusieurs foulards féminins soigneusement rangés dans une boîte. Parmi eux, certains semblaient correspondre à des affaires signalées dans des villages de voisins au cours des dernières années, des vols mineurs, des disparitions d'objets personnels qui, jusque-là, n'avaient jamais été reliés entre eux. Mais ce qui glaça le sang des enquêteurs fut la découverte d'un bijou, une petite bague argentée que la mère de Camille identifia aussitôt comme appartenant à sa fille. Désormais, le doute n'était plus permis. Julien D avait été en contact direct avec Camille. Placé en garde à vue, il nia tout en bloc. Face aux preuves, il resta impassible, répétant qu'il n'avait jamais vu cette fille, que les objets retrouvés chez lui étaient des cadeaux, des souvenirs sans importance. Mais son calme glacial ne fit que renforcer la conviction des enquêteurs. Derrière son masque, il devinait un esprit manipulateur, froid, capable d'avoir orchestré un enlèvement avec une précision méthodique. Le village, mis au courant de son arrestation, fut secoué. Certains habitants se souvenaient l'avoir croisé, d'autres se rappelèrent de son regard insistant lors de soirées locales. Beaucoup s'étonnèrent que personne n'ait jamais vraiment tiré la sonnette d'alarme sur son comportement inquiétant. Comme si, dans une petite communauté, on préférait détourner le regard plutôt que de confronter la réalité. Les parents de Camille, convoqués pour être informés, furent submergés par l'émotion en apprenant la découverte de la bague. C'était une preuve tangible, la confirmation que leur fille avait bien croisé cet homme. Mais c'était aussi une douleur insoutenable. Cette bague, portée chaque jour par Camille, devenait le symbole de son absence, l'objet muet d'un drame encore inexpliqué. Les médias, eux, s'emparèrent immédiatement de l'affaire. Les images de la perquisition tournèrent en boucle. Les journalistes parlèrent d'un suspect clé, d'un profil inquiétant. Mais la question essentielle restait entière. Où était Camille? Malgré les fouilles menées dans la maison et ses alentours, aucune trace de la jeune fille ne fut retrouvée. Pas de corps, pas d'objet personnel supplémentaire, pas d'indice direct sur son sort. Tout semblait indiquer que Julien D avait soigneusement effacé ses traces. Confronté aux enquêteurs, il finit par lâcher une phrase ambiguë. « Vous ne la retrouverez jamais ». Était-ce un aveu implicite? Une provocation? Ou la vérité nue, insoutenable? Cette déclaration, rapportée aux parents, acheva de les plonger dans un désespoir abyssal. Mais pour les enquêteurs, elle devint un point de départ. Car derrière cette menace, il y avait peut-être un indice. Peut-être Julien D avait-il parlé plus qu'il ne le pensait. Dès lors, une traque acharnée fut lancée. Les gendarmes multiplièrent les fouilles, épluchèrent en ses déplacements passés, interrogèrent son entourage, analysèrent chaque kilomètre carré autour de son domicile. L'affaire n'était plus seulement une disparition. Elle devenait un duel entre la vérité et le silence, entre une famille brisée et un homme muré dans ses dénégations. Et bientôt, la justice allait entrer en scène. Car si les preuves s'accumulaient, le procès qui se profilait promettait de devenir un moment de vérité. Un moment où le masque pourrait enfin tomber, révélant l'horreur dans toute sa brutalité. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit du bal de village. 3 années d'attente, de douleur, de procédures interminables. 3 années durant lesquelles les parents de Camille avaient espéré, parfois à contre-cœur, un signe, un indice, un miracle. Mais jamais le corps de leur fille ne fut retrouvé. Lorsque s'ouvrit le procès de Julien D, la salle d'audience fut pleine à craquer. Journalistes, habitants du village, curieux, tous voulaient assister à ce moment tant attendu où la justice allait, enfin, tenter de mettre des mots et une sanction sur l'indicible. Julien D entra, menottes au poignet, encadré par 2 gendarmes. Il avait maigri, son visage s'était creusé, mais son regard restait le même. Froid, fermé, insaisissable. Il ne chercha pas à croiser le regard des parents de Camille, assis au premier rang, les traits ravagés par la douleur. Le président du tribunal rappela les faits. La disparition de Camille, ce soir de juin, les indices accumulés contre l'accusé. La bague retrouvée chez lui, les conversations sur les réseaux sociaux, le véhicule utilitaire, la cabine téléphonique, une succession d'éléments qui, pris ensemble, formaient un faisceau de preuves accablant, même en l'absence du corps. Dès les premières heures d'audience, la tension fut palpable. L'avocat de la défense tenta de semer le doute. Il souligna l'absence de preuves de matériel direct, l'impossibilité d'affirmer avec certitude que Camille avait été enlevée et tuée par son client. On juge un homme, pas un profil, lança-t-il, rappelant que l'empreinte digitale sur la cabine était partielle et que les objets retrouvés chez lui pouvaient avoir une autre explication. Mais face à ces arguments, la voix du procureur résonna avec force. Nous ne sommes pas ici devant un hasard. Nous sommes devant un homme qui a traqué, préparé, piégé une adolescente vulnérable. Tout, absolument tout, converge vers lui. Et son silence, ses dénégations froides, ne font qu'aggraver son portrait. Les témoins se succédèrent à la barre. Les amis de Camille racontèrent leurs derniers instants avec elle, leur insouciance brisée en quelques minutes.
Le père évoqua, la voix tremblante, la douleur de retrouver la bague de sa fille dans la maison de l'accusé. La mère, effondrée, murmura simplement « Je veux juste savoir où elle est ». Ces paroles, lourdes d'une souffrance incommensurable, firent chavirer la salle entière. Julien D, lui, resta impassible. À chaque question, il répondait de manière mécanique. « Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Vous vous trompez. Jamais un mot de compassion. Jamais une émotion. » Ce mutisme glaçant devint pour beaucoup la preuve la plus criante de sa culpabilité. Le procès dura 2 semaines. Chaque journée fut un défilé d'experts, de techniciens, de psychologues. Tous dressèrent le portrait d'un homme dangereux, manipulateur, obsédé par le contrôle, capable de s'en prendre à une jeune fille qui s'en défense. Mais malgré cela, l'absence du corps pesait comme une ombre. Comment juger sans certitude absolue sur le sort de Camille? Au dernier jour, les plaidoiries résonnèrent comme une bataille finale. La défense supplia les jurés de ne pas condamner un homme sur des impressions, d'attendre des preuves irréfutables. Le procureur, lui, s'adressa directement aux jurés. « Vous n'aurez jamais ce corps, car c'est le pouvoir de l'accusé. Il l'a fait disparaître. Mais ce que vous avez devant vous, ce sont les fragments d'une vérité qu'il ne peut cacher. Et ces fragments, ensemble, suffisent à établir sa culpabilité. » Le silence tomba lorsque les jurés se retirèrent pour délibérer. Les parents de Camille se tenèrent la main, figés dans une attente insoutenable. Les heures s'égrenèrent. Enfin, les portes s'ouvrirent. Le verdict fut prononcé d'une voix solennelle. Julien D était reconnu coupable d'enlèvement et de séquestration suivi de mort. La peine tomba, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Un murmure parcourut la salle. Les proches de Camille éclatèrent en sanglots, étreints par les soutiens venus les entourer. Le père, les yeux rouges mais le regard ferme, déclara simplement « Ce n'est pas la justice qui nous rendra Camille, mais au moins il ne fera plus de mal à personne. » Julien D, imperturbable, resta de marbre. Aucune réaction, aucun mot. Comme si la sentence ne l'atteignait pas. Comme si son secret restait intact. Car malgré la condamnation, une question obsédante continuait de hanter tous les esprits. Où était Camille? Cette absence, ce vide, demeurait la plus cruelle des blessures. Et il marquerait à jamais les siens, bien au-delà du verdict. Le verdict était tombé. Julien D ne reverrait plus la liberté. Pourtant, au fond de la salle d'audience, malgré les applaudissements timides de certains, malgré le soulagement apparent d'autres, une impression glaçante persistait. L'histoire n'était pas terminée, car Camille, elle, n'avait jamais été retrouvée. Pour ses parents, cette condamnation, aussi lourde fût-elle, ne suffisait pas. Comment faire son deuil sans corps? Comment accepter une absence sans vérité définitive? Chaque matin, en se levant, sa mère fixait le portrait de sa fille Maï accroché dans le salon, espérant un signe, un détail qu'elle aurait oublié. Son père, lui, s'accrochait au combat judiciaire, multipliant les démarches pour que les recherches continuent, même symboliquement. Leur maison, jadis emplie de rires, s'était transformée en mausolée silencieux. Dans le village, le drame laissa une trace indélébile. Le bal de juin, longtemps symbole de fête et de convivialité, ne retrouva jamais son éclat. Chaque année, au moment où les guirlandes étaient suspendues sur la place, une gêne sourde s'installait. Les habitants dansaient, mais leurs regards se perdaient, comme si l'ombre de Camille flottait encore entre les platanes. Certains, incapables de supporter ce poids, finirent par ne plus y participer. Les jeunes du village, marqués par cette disparition, grandirent avec une conscience nouvelle, celle de la fragilité de leur insouciance. Beaucoup racontèrent, plus tard, qu'ils n'avaient non plus jamais vécu une fête de la même façon. Les rires semblaient toujours teintés d'un arrière-goût amer, comme si la joie, ici, avait été irrémédiablement contaminée par le souvenir d'une nuit tragique. Au-delà du village, l'affaire Camille, comme les médias l'avaient baptisée, resta gravée dans les esprits. Elle devint un symbole des dangers liés aux rencontres en ligne, un rappel brutal que derrière un écran pouvait se cacher une menace invisible. Des campagnes de prévention furent lancées dans les lycées, alertant les adolescents et leurs parents. Le visage souriant de Camille, repris sur les affiches, devint celui d'une génération avertie trop tard. Pour les proches, la douleur ne s'estompa jamais vraiment. Les amis de Camille, adultes désormais, portaient encore en elles la culpabilité de cette nuit-là. Et si elles l'avaient retenue, et si elles avaient insisté pour qu'elle ne parte pas seule? Ceci, lancinant, les accompagna tout au long de leur vie. Julien D, lui, resta fidèle à son silence. En prison, il ne formula jamais d'aveu. Ni sur les circonstances exactes de l'enlèvement, ni sur ce qu'il avait fait de Camille. Ce mutisme insupportable laissa un vide béant que la justice ne put combler. Pour les parents, c'était la plus cruelle des tortures. Savoir que celui qui détenait la clé de leur douleur choisissait délibérément de la leur refuser. Et pourtant, malgré tout, une chose subsista, la mémoire de Camille. Au fil des années, ses proches organisèrent des marches blanches, plantèrent un arbre en son hommage sur la place du village, chaque 15 juin,
On déposait des fleurs au pied du platane où elle avait été vue pour la dernière fois. Ce rituel, silencieux et pudique, devint la seule manière de lui rendre justice autrement que par les tribunaux. Aujourd'hui encore, dans ce village du sud-ouest, son souvenir demeure. Dans les ruelles, dans les regards des habitants, dans le silence pesant qui s'installe quand on évoque l'affaire Camille. Son absence est devenue une présence, invisible mais constante, qui rappelle à chacun que même dans les lieux les plus paisibles, le drame peut surgir sans prévenir. Et c'est peut-être là l'héritage le plus cruel. L'idée que l'horreur ne frappe pas toujours ailleurs, chez les autres, mais qu'elle peut surgir au détour d'une nuit d'été, dans la lumière fragile d'un bal de village, un soir ordinaire qui se transforme en cauchemar, un sourire adolescent fauché, laissant derrière lui un vide éternel. Et une question qui résonne encore, lancinante, comme une blessure jamais refermée. Où est Camille ?